nous suivez en Guinée et un peu partout dans le monde, merci de votre fidélité à Star 21 TV. Bienvenue à tous dans cette édition d'information dont voici les titres. La France réitère son hostilité à tout projet d'un éventuel troisième mandat en Guinée. C'est son ministre des Affaires étrangères qui l'a annoncé mercredi 8 juillet 2020 devant le Parlement français. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Selon le rapport publié par les institutions internationales sur le produit intérieur brut des pays du monde en 2019, la Guinée fait partie de 25 nations les plus pauvres de la planète. Les Échos, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Bref, pour commencer, un haut officier de la gendarmerie a été condamné ce jeudi 9 juillet 2020 par la Cour d'appel de Conakry pour outrage à magistrat, atteinte à la liberté individuelle, menace de mort, coups et blessures volontaires et injures. Il s'agit du colonel Mahmoud Kaba, coordinateur des barrages érigés à la sortie de Conakry afin de limiter la propagation de la Covid-19 à l'intérieur du pays. Il est sanctionné à une peine d'1 an et 6 mois de prison, accompagné d'une amende de 2 millions de francs guinéens. À noter que le tribunal a aussi retiré son habilitation en tant qu'officier de police judiciaire pendant 1 an. On vous le disait en titre, la France réitère son hostilité à tout projet d'un éventuel troisième mandat en Guinée. C'est son ministre des Affaires étrangères qui l'a annoncé mercredi 8 juillet 2020 devant le Parlement français. Selon Jean-Yves Le Drian, son pays reste toujours attaché aux valeurs démocratiques en Afrique. À Conakry, les réactions n'ont pas tardé à tomber au sein de la classe politique. Abdoulaye Cissé et Alassane Souma nous signent ce reportage. Interrogé à l'hémicycle par un député, le chef de la diplomatie française s'est prononcé sur la situation actuelle de la Guinée. Selon Jean-Yves Le Drian, son gouvernement reste toujours fidèle aux valeurs démocratiques et le respect des droits humains, ce qui constitue l'ire de certains députés guinéens. C'est le cas de l'honorable Oye Beyavogi. Il faut dire que moi je tombe de nu. Je tombe de nu, d'autant plus que ce député français n'est pas un élu du peuple guinéen. Et à ce que je sache, quand il est un élu des citoyens français, du peuple français, sa préoccupation majeure doit être le problème des Français. Et s'il outrepasse cela, il va juste s'immiscer dans nos affaires intérieures. Je ne comprends pas. Maintenant, je reviens sur la réponse de M. le ministre Jean-Yves Le Drian. Il faut dire que la France n'arrête jamais avec cet esprit paternaliste. Nous, on a dit très clairement, nous avons été indépendants depuis le 2 octobre 1958. Nos problèmes ici en République de Guinée, nous les gérons en tant que Guinéens, nous les gérons en tant qu'Africains. Et si éventuellement ça doit outrepasser le cadre de notre souveraineté, on peut bien aller au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Mais que la France a encore toujours, à travers cet esprit paternaliste, veut nous imposer quelque chose, je crois que ça ne peut jamais marcher. Depuis la tenue du dernier double scrutin du 22 mars 2020, les relations diplomatiques sont fortement dégradées entre la Guinée et sa métropole. Sur la question, le patron de la diplomatie française n'a pas hésité d'inviter par ailleurs Alpha Condé à prendre des initiatives pour décrisper la situation politique guinéenne. Justement, nous ne sommes pas surpris par ces réactions à l'international, d'autant plus que vous savez qu'il n'y a pas eu d'élection ici le 22 mars. Il y a eu une mascarade qui a été faite à huis clos. Parce que avec tout ce que nous voyons dans le monde, vous savez, tout ce combat que le FNDC a mené jusqu'au 22 mars et toutes les organisations internationales ont refusé d'accompagner la mascarade parce que M. Alpha Condé était obstiné à faire passer un coup de force, mais heureusement pour le peuple et malheureusement pour lui, le peuple a fait échec à la mascarade du 22 mars 2020. Et aujourd'hui, la communauté internationale va dans la même lancée, elle continue à ne pas reconnaître la mascarade et ce n'est que la continuité du combat que le peuple de Guinée mène qui est en train d'être reconnu toujours au niveau de la communauté internationale. Cette nouvelle sortie du chef de la diplomatie française vient donc renforcer la position de la France en faveur de l'alternance démocratique sur le continent africain et en particulier la République de Guinée.
Selon le rapport publié par les institutions internationales sur le produit intérieur brut des pays du monde en 2019, la Guinée fait partie des 25 nations les plus pauvres de la planète et pourtant la Guinée dispose des ressources minières et minéralières lui permettant un développement durable. Une situation qui suscite une vive réaction des acteurs de la société et certains économistes guinéens. C'est un reportage de Sayon Kamara. Le classement 2019 des pays les plus pauvres du monde est fait en tenant compte seulement du plus faible produit intérieur brut par habitant. Dans ce rapport, la Guinée occupe la 24e place avec un PIB de 12,62 milliards de dollars pour plus de 13,63 millions d'habitants. Pour ce spécialiste sur les questions minières, ce classement est le résultat de l'abandon des autres secteurs à profit des mines, mais aussi la corruption. On ne peut pas compter exclusivement sur le secteur minier pour tirer notre pays vers le développement. Le développement est quelque chose d'inclusif. Il faut qu'il y ait d'autres secteurs beaucoup plus fédérateurs, beaucoup plus producteurs d'emplois, beaucoup plus pourvoyeurs d'emplois et de fonds, tels que l'agriculture, tels que l'élevage, tels que le secteur de la technologie, tels que le secteur de la pêche ou encore le secteur, bien entendu, du tourisme, qui sont des secteurs durables, mais aussi qui sont capables d'avoir beaucoup plus d'impact économique et moins de dégâts sur l'environnement. Donc je pense qu'on ne doit pas compter exclusivement sur le secteur minier pour se développer. Selon Dr Amidou Bari, les autorités guinéennes doivent sortir de leur communication pour se focaliser sur la vraie question de la lutte contre la pauvreté dans le pays. Pour ce faire, il propose des pistes de solutions pour que la Guinée quitte le bas de l'échelle. Dans un premier temps, revoir les fondamentaux. C'est-à-dire le changement structurel de l'économie guinéenne, on doit le commencer maintenant. En revoyant un peu sur quoi on va reposer les principaux facteurs ou bien les principaux investissements en matière d'économie. Tant qu'on privilégiera l'exportation brute des mines, je ne crois pas qu'on puisse sortir de ce schéma ou bien de ce classement des pays pauvres, des pays les plus pauvres au monde. Donc, toutes les ressources dont vous parliez tout à l'heure, tous les avantages comparatifs que Dieu nous a dotés, ça ne fait pas entre ces avantages et leur transformation ou bien leur traduction en revenus, il y a tout un océan. Donc, il y a du travail à faire. Au lieu de place de nous concentrer sur les mines, on pourrait, par exemple, maintenant privilégier l'agriculture. Dans ce rapport, le Soudan du Sud conserve la première place du classement avec un PIB de 236 $ par habitant, suivi du Burundi et le Malawi. Le Yémen, la Guinée, le Mali occupent le bas du tableau des 25 pays les plus pauvres de la planète en 2019. Quel avenir réservé à la jeunesse guinéenne? Une question diversement interprétée par des citoyens de Conakry. Nombreux sont ceux qui apprécient l'engagement de certains jeunes en politique pour renouveler la classe dirigeante guinéenne. Suivez leur réaction. Actuellement, nous constatons que la jeunesse de la Guinée est en train d'évoluer sur plusieurs plans. Quand nous prenons par exemple sur le plan de la gouvernance locale et administrative, les jeunes sont impliqués partout. Parce que quand nous constatons dans nos communautés aujourd'hui à l'intérieur qu'à Conakry, les jeunes sont impliqués partout. Par exemple, il y a des jeunes actuellement maires dans les communes rurales, dans les communes urbaines et il y a des jeunes députés aussi. Je demande d'abord à la jeunesse d'accepter d'être formée. La formation demande beaucoup de choses. Si nous prenons par exemple l'exemple sur les autres pays tels que le Sénégal, la France, le président français, il est jeune, il a accepté de se former pour qu'il arrive là où il est comme ça. Et dans le cadre guinéen, si nous prenons l'exemple aussi sur Lamine Guirassy, aujourd'hui les jeunes, il s'est formé, aujourd'hui il est employeur. On voit que les jeunes guinéens actuellement s'imposent sur tous les plans. Et si vous prenez sur le plan politique, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont politiciens.
Et aujourd'hui, ces jeunes-là représentent la majorité à l'Assemblée encore. Prenez l'Assemblée nationale, vous prenez une partie de l'Assemblée, vous verrez que la jeunesse est plus nombreuse que les vieux. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Donc pour parler ici de la jeunesse guinéenne, moi j'ai quand même quelques conseils à donner aux jeunes qui ne veulent pas étudier. Il faut forcer aux jeunes d'aller étudier. Sans les études, on ne pourra pas réussir. Et puis les précédentes manifestations des citoyens de la ville de Kankan pour le manque de courant électrique suscitent toujours des réactions au sein de la société guinéenne. Un responsable du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, estime que cette révolte des populations de Nabaya est une manipulation de l'opposition du régime de Conakry. Talibi Dabo s'est exprimé dans l'émission Star comme suivi. Nous savons que le barrage ne viendra pas dans une année. Ça ne sera pas là dans 2 ans, nous le savons. Nous sommes renseignés, nous savons ce qui se passe. En attendant, la jeunesse consciente exige à ce que Kankan soit maintenant sous le courant, que Kankan ait le courant jusqu'à l'arrivée du barrage hydroélectrique. C'est ça la position de la grande majorité écrasante. Cela ne tient. Oui. Il y a bien la jeunesse de l'opposition, il y a bien des jeunes manipulés qui sortiront et qui continuent à sortir. Il faut savoir aussi qu'il y a au moins 10 000 personnes de l'opposition qui se trouvent à Kankan. Nous disons qu'ils sont à la sorte de l'opposition. Nous disons très bien que ce n'est pas la jeunesse qui est RPG Arc-en-Ciel, parce que cette jeunesse réclame du courant. C'est tout Kankan qui veut du courant. C'est tout Kankan qui veut du courant. Mais la manière de réclamer du courant, c'est ce que nous dénonçons. Il y a bien les pieds et les mains de l'opposition dedans. C'est-à-dire que le moment est bien choisi, parce qu'ils savent que nous partons vers les élections présidentielles, ils le savent. Donc, il faut commencer à déstabiliser la Haute-Guinée. Vous avez l'UFDG, vous avez le PADES, vous avez PDN, ils sont là. Ce sont les partis qui ont réellement des militants ici. Ces partis existent, ils évoluent à FNDC, nous le savons. Et parlant toujours de ces remous à Kankan, accusés d'être à la base de ces manifestations, le président du parti PDC réplique en précisant que l'opposition n'a rien à voir avec ce qui se passe à Kankan. Plutôt, c'est le gouvernement qui n'arrive pas à respecter ses engagements vis-à-vis des citoyens suivis. L'État, au lieu de parler de manipulation de l'opposition, devait s'occuper du problème réel qui est posé à Kankan. Kankan, les gens ils demandent le courant. Est-ce qu'il y a le courant? S'il y a le courant, les gens ne seraient pas sortis. Si le gouvernement sait pertinemment que c'est l'opposition qui est en train de manipuler la population, le gouvernement met le courant à la disposition de la population de Kankan, on va voir dans les 2 jours qui vont suivre s'ils vont sortir pour réclamer encore le courant. L'opposition n'est derrière personne. Nous sommes là pour protéger et puis pour défendre le peuple. Si ce peuple-là aujourd'hui réclame le courant, je pense que nous sommes un soutien indéfectible à ces revendications-là. Ce n'est pas seulement qu'à Kankan, à Zérékouré et puis en Basse-Guinée, ici, partout, nous demandons la même chose. On veut que le citoyen ait le courant chez lui. Même si Kankan aujourd'hui est reconnu comme chef du RPG Arc-en-Ciel qui est au pouvoir aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre. La conviction est en train de venir en politique. Ça, c'est une très bonne chose qu'il faut saluer. On est content que Kankan soit réveillé aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui vont suivre. Vous savez, en Guinée, aujourd'hui, les gens ne se battent pas pour travailler dans leur domaine de compétences. Quelqu'un qui a fait économie, il veut être au ministère des Postes et des Télécommunications parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. S'il ne peut pas être au ministère de l'Économie et des Finances. Aujourd'hui, la gabésie financière est devenue monnaie courante en Guinée. On a investi beaucoup d'argent dans l'énergie. 3 milliards de dollars, c'est allé où? Le courant là, il est où? C'est ça la gouvernance d'Alpha Condé aujourd'hui. On fait rentrer de l'argent et puis on utilise pour des fins personnelles. C'est ce qui est dommage et tout argent qui a été rentré, je pense qu'il faut qu'on nous ramène cet argent-là et qu'on investisse dans les projets pour lesquels ces fonds ont été quand même mobilisés.
2 semaines après la réouverture des classes d'examen, le respect des mesures sont visibles dans certaines écoles de la commune de Matoto. Encadreurs et élèves se battent pour lutter contre la pandémie dans ces écoles. C'est un constat de Yayo Moubari et Ibrahim Paye Kamara. Au sein des écoles publiques et privées, visitées par notre équipe, le respect des mesures barrières est de mise. C'est le cas de cette école où élèves et encadreurs s'activent dans la lutte contre le coronavirus en Guinée. Nous sommes une école, nous sommes des communicateurs de savoir, nous sommes des éducateurs. Arrivé à l'école, une fois que tu prends la craie pour dispenser le cours, nous avons dit à tous nos professeurs de commencer par sensibiliser au moins 10 minutes, de prendre 10 minutes de leur temps en parlant de Covid-19. C'est une maladie, ça tue. On apprend d'ailleurs que l'agent pathogène maintenant est dans l'air. C'est Dieu qui sauve et la prise de disposition. Si on ne prend pas les dispositions pour le respect des gestes barrières, c'est dire qu'on va l'attraper d'une manière ou d'une autre. Et nous ne voulons pas que cela passe par l'école. Cette candidate à l'entrée en 7e année interpelle ses camarades dans le respect des mesures sanitaires. Respecter les gestes barrières parce que cette maladie est une maladie dangereuse et mortelle. C'est une maladie qui est très dangereuse, donc on doit respecter les gestes barrières. On doit se laver régulièrement les mains à l'eau de javel et au savon. Et respecter 1 mètre de distance, comme on le fait tous. Dans certaines écoles privées, il manque encore de kits. Cependant, ces écoles se battent tant bien que mal pour le respect des mesures sanitaires. Évidemment, parce que jusque-là, les kits qui ont été promis par le gouvernement, on n'a reçu aucun. Et c'est le lieu ici, nous ici à Sainte-Magali, de remercier notre fondateur qui n'a pas, pendant toute cette période-là, qui n'a pas lésiné sur les moyens, non seulement pour venir en aide aux enseignants, surtout des classes d'examen, et aussi il a mis l'école, il a doté l'école de tout ce qui est kit sanitaire. Et c'est l'occasion d'appeler le gouvernement à mettre ces kits-là à la disposition des écoles. Parce que ça ne sert à rien de dire, on a déjà reçu les bavettes, mais c'est insuffisant. Après ces classes d'examen, les autres élèves des classes intermédiaires vont reprendre le chemin de l'école. Le Premier ministre ivoirien est décédé mercredi 8 juillet 2020 dans l'après-midi à Abidjan. Il a fait un malaise lors d'une réunion du Conseil des ministres. Il est mort après avoir été évacué à la polyclinique Pisam. Il avait été désigné pour être le candidat du parti au pouvoir RHDP à la présidentielle du 31 octobre 2020. Suivez. C'est aux environs de 18h, heure locale, mercredi 8 juillet 2020, que la télévision nationale ivoirienne a interrompu tous ses programmes pour donner la nouvelle. C'est le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, ému, qui lut le communiqué d'Alassane Ouattara qui rend hommage à celui qu'il appelait affectueusement son jeune frère, son fils. Amadou Gon Coulibaly a eu un malaise à l'issue du Conseil des ministres mercredi après-midi à la présidence. Il est mort à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à Cocody peu après son évacuation. Amadou Gon Coulibaly était âgé de 61 ans et souffrait de problèmes cardiaques. Il s'était rendu en début du mois de mai à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour un suivi médical suite à une greffe du cœur subie il y a 8 ans. Amadou Gon Coulibaly était resté 2 mois en France. Il avait été hospitalisé 2 fois et observé beaucoup de repos par la suite. Il était revenu vendredi dernier à Abidjan. Accueilli par le président Ouattara lui-même, la première dame et plusieurs officiels et de ministres. Lors d'une déclaration aux personnes venues l'accueillir dans le pavillon présidentiel de l'aéroport, il avait expliqué qu'il se sentait en forme et qu'il entendait reprendre le travail immédiatement, ce qu'il a fait. Peu après l'annonce de sa mort dans la soirée, les réactions des leaders politiques et chefs d'État africains se sont multipliées.
Parmi eux, le président sénégalais Macky Sall, qui l'a fait sur son compte Twitter en présentant ses condoléances les plus émues au président Ouattara ainsi qu'au peuple ivoirien frère. En Guinée, Sidya Touré, président du parti UFR, a lui aussi présenté ses condoléances aux peuples ivoiriens sur son compte Twitter avant de parler de l'homme en ces termes. La mort de Amadou Gon Coulibaly, un vrai choc pour moi. Nous avons été les premiers collaborateurs de ADO en 1990 et depuis, il était resté mon jeune frère. Cadre brillant, d'une honnêteté et d'une fidélité à toute épreuve, il était de cette nouvelle génération tant souhaitée en Côte d'Ivoire, paix à son âme. Amadou Gon Coulibaly était choisi par le parti présidentiel pour succéder à Alassane Ouattara lors des élections présidentielles d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Et sport pour finir, le championnat guinéen de la Ligue 1 professionnelle saison sportive 2020-2021 s'annonce en pompe. Le club de Bokeh Wakri AC renouvelle sa confiance à son entraîneur, le technicien guinéen Guillaume Souma. C'est un commentaire de Mohamed Salif Diallo. La direction de Wakri AC annonce mercredi 8 juillet 2020 la prolongation du contrat de son coach principal. Guillaume Souma a eu encore la confiance des dirigeants de Bokeh pour une saison supplémentaire, nous informe le site général du club du président Michael Sampoun. Guillaume Souma continuera l'aventure avec le club de Bokeh, où il devra faire mieux en championnat, en coupe nationale, mais aussi en coupe de la Confédération africaine 2020-2021. À l'international, le club allemand de Leipzig souhaite les services du jeune joueur catalan. Moriba Kourouma évoluant au second barcelonais, malgré la sûreté de la clause libératoire d'Alex Moriba, allant jusqu'à 100 millions d'euros, le club allemand s'active ces derniers temps pour faire signer le jeune joueur du Barcelone B. Mais le club espagnol rejette cette offre pour la pépite guinéenne. En Grèce, Madi Camara toujours étincelant. Fraîchement sacré champion de Grèce, l'ancien milieu du terrain de Santouba poursuit sa belle saison et confirme sa performance. Mercredi 8 juillet 2020, le club d'Athènes s'est imposé en déplacement 2-4 avec une passe décisive du Guinéen qui pourrait changer d'air la saison prochaine. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Grand été pour moi de vous servir. Les informations continuent sur Star 21 TV.